Avec nous ce matin, sans plus tarder, Madame Aïcha Bourbis, vous êtes directrice de l'aviation civile et de la météorologie. Donc, on revient sur l'événement d'hier. Le ministre des Transports et des Travaux publics qui a procédé à l'installation de deux comités, donc respectivement le Comité national de facilitation de transport et le Comité national de transport aérien et le Comité national de sûreté de l'aviation civile. Donc, hier, il a présidé l'installation de ces deux comités nationaux. On va s'intéresser d'abord au cadre législatif et réglementaire de ces deux comités. Et on commencera par celui de facilitation de transport aérien. Allez-y, madame, qui faites la pluie et le beau temps dans l'aviation algérienne. Merci. Bonjour madame. Effectivement, hier, monsieur le ministre des Travaux publics et des Transports a procédé à l'installation de deux comités nationaux. Le premier, c'est le Comité national de la facilitation du transport aérien. Et le deuxième, c'est le Comité national de sûreté de l'aviation civile, un comité très important. Alors, nous commençons par le Comité national de facilitation du transport aérien. Ce comité est installé par rapport, c'est-à-dire il est institué d'abord par un texte réglementaire, un décret exécutif dont les références 18-254, promulgué le mois d'octobre 2018, portant création, composition, mission et fonctionnement du Comité national de facilitation du transport aérien et des comités de facilitation d'aéroports. Ce comité, c'est-à-dire l'installation de ce comité répond à une norme de l'annexe 9 facilitation relative à la Convention de l'aviation civile internationale dont l'Algérie est État membre depuis mars 1963, la date à laquelle l'Algérie a ratifié la convention d'adhésion à cette organisation internationale. Elle regroupe 191 États et tous les États contractants, c'est-à-dire ils doivent se conformer à ces exactement l'adaptation de leur règlement en matière d'aviation civile. La réglementation d'aviation civile doit être conforme en matière de sûreté et sécurité, facilitation, environnement, là d'une façon globale. Alors, on a précisé que l'introduction de cette disposition dans la législation nationale en matière d'aviation civile, c'est pour répondre à cette norme qui est préconisée à l'annexe 9, facilitation. L'objectif du Comité national de facilitation du transport aérien et des comités de facilitation d'aéroports est de coordonner les activités de facilitation entre les différents ministères, exactement, institutions publiques, organismes, c'est-à-dire qui ont une liaison directe avec les divers aspects de l'aviation civile. Et là, je cite la composition justement du Comité national de facilitation de transport aérien, qui est présidé par le ministre chargé de l'aviation civile, lui-même le ministre des Travaux publics et des Transports. Alors, on a les représentants du ministère des Affaires étrangères, représentants du ministère chargé de l'Intérieur, représentants du ministère des Affaires religieuses, le ministère Tourisme et Artisanat, le ministère de la Santé, la Direction générale de la Sûreté nationale, la Direction générale des douanes. On a les établissements de gestion de services aéroportuaires, on a le GSA Alger, le GSA Oran, le GSA Constantine et la société de gestion de services et infrastructures aéroportuaires, celle qui gère l'aéroport d'Alger, l'aéroport le plus important dont le trafic est le plus important. Et on a nos transporteurs nationaux, Air Algérie et Tassili. C'est-à-dire là, la composition de plusieurs parties concernées directement par l'aviation civile. Et toutes ces parties doivent coordonner entre elles pour faciliter exactement, et fluidifier le transport aérien. Ça, c'est pour ce qui est le comité de facilitation. Je complète, c'est-à-dire là, chaque partie, c'est-à-dire le comité se réunira 2 fois par an, c'est-à-dire préalablement, il y a la réunion pour la préparation de la saison estivale ou la campagne Hajj. Et là, chaque partie concernée, elle a un plan d'action. Justement,
un plan d'action à mettre en place pour le bon déroulement de la saison estivale ou bien de la campagne Hajj. Voilà. Tout à fait. Exactement. Et par la suite, il y a l'évaluation, la tenue du même comité pour évaluer, c'est-à-dire soulever les contraintes rencontrées pour remédier dans les prochaines, c'est-à-dire saison estivale ou campagne Hajj. C'est-à-dire l'objectif, c'est pour assurer, c'est-à-dire pour promouvoir la qualité de service, c'est-à-dire rendue aux citoyens. Voilà. Très bien. En tout cas, le ministre des Transports et des Travaux publics qui a rappelé hier que ce comité vient couronner les efforts consentis par le secteur qui s'inscrivent dans le cadre du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Donc ça, c'est pour ce qui était de la facilitation. On s'intéresse à présent au comité national de sûreté de l'aviation civile et on s'intéresse à ses missions notamment. Alors, même chose, le Comité national de sûreté de l'aviation civile est institué en vertu, c'est-à-dire il a été constitué en vertu d'un décret exécutif prévu par la loi, le Code de l'aviation civile numéro 9806 du 27 juin 1998, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile. C'est la loi de base du règlement national, c'est-à-dire là, c'est pour la première fois qu'on introduit l'ancrage juridique de la constitution de ce comité. Au préalable, le comité existait, mais il remonte à 1994. Mais là, l'AGER a été audité par l'Organisation de l'aviation civile. Et à l'issue de l'audit, on avait les recommandations pour justement adapter le Code de l'aviation civile aux normes de l'OACI. Alors là, c'est la norme de l'annexe 17 relative à la Convention de l'aviation civile internationale qui exige que chaque État a l'obligation d'avoir un comité national de sûreté de l'aviation civile. C'est-à-dire élaborer un programme national de justement, sûreté. Par la suite, c'est-à-dire chaque État il a son programme national de sûreté de l'aviation civile. Voilà. Et parmi les missions principales du comité national de sûreté de l'aviation civile, c'est la validation du programme national de sûreté de l'aviation civile qui concerne plusieurs institutions, la même chose. Alors, le Conseil... le Comité national de sûreté de l'aviation civile est présidé par l'autorité chargée de l'aviation civile. Il regroupe les représentants du ministère de la Défense nationale, ministère chargé de l'Intérieur, deux représentants du ministre chargé de l'aviation civile, la direction générale de la sécurité intérieure, un représentant du Comité national de facilitation de transport aérien, représentant de la direction générale de la sûreté nationale, représentant de la direction générale des douanes. Et là, on a cité le représentant de la direction générale des douanes et représentant du Comité national de facilitation de transport aérien, d'où vraiment la coordination étroite entre ces deux comités. C'est-à-dire faciliter tout en assurant la sûreté des usagers. C'est-à-dire qu'on a des représentants, désignation de représentants du Comité national de facilitation du transport aérien dans le Comité national de sûreté de l'aviation civile. Il y a une étroite collaboration dans l'accomplissement de leur mission. Voilà, et la finalité, justement, c'est pour assurer toujours un transport sûr, efficace et promouvoir toujours le transport aérien. Tout à fait. Alors, Madame Bourwiss, c'est un dispositif de sûreté qui va se trouver au niveau de tous les aéroports nationaux, n'est-ce pas? Exactement. C'est-à-dire, d'abord, le programme national de sûreté de l'aviation civile prévoit que chaque gestionnaire d'aéroports, on a 36 aéroports, dont 20 à usage international, il a l'obligation d'établir un programme national aéroport. Et les exploitants, c'est-à-dire au niveau de l'aéroport aérien, ils ont l'obligation d'établir le programme national exploitant et il doit être conforme au programme type. C'est-à-dire qu'il voudra informer les exploitants de ce programme et donc Bien sûr. de ce fait les former et les prévenir de l'application et l'exécution. Les programmes sont approuvés par l'autorité chargée de l'aviation civile. On va s'intéresser brièvement à ce programme. Que prévoit-il, Madame Bourwiss? Alors, le programme national de sûreté de l'aviation civile, il a pour objet de récapituler les références réglementaires relatives à la sûreté de l'aviation civile, de décrire l'organisation des services de l'État et leurs missions, de préciser les mesures et les moyens
de décrire les dispositions applicables en matière de contrôle qualité. Et parlons du programme. Actuellement, nous sommes à la version 5 du programme national de sûreté de l'aviation civile. La première version elle a été élaborée en 2004, ensuite deuxième version actualisée en 2006, troisième version actualisée en 2009, quatrième en 2010. Et là, suite aux audits en matière de sûreté de l'aviation civile menés par l'OACI qui a connu l'Algérie en 2004, 6 et 9. Et là, nous sommes à la version 5, justement. Prochainement, la version 5 sera présentée, c'est-à-dire au comité national, exact, oui. Non, au comité national de la sûreté de l'aviation civile pour validation. Là, je parle au niveau du comité interne pour validation avant de son justement de sa adoption par décret exécutif tel que prévu par la loi de l'aviation civile. Voilà. Donc, cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'on n'était pas auparavant conforme aux normes internationales. C'est-à-dire qu'on respectait toujours les normes de sûreté internationale. Mais là, c'est une validation un peu plus précise par rapport, justement, aux sûretés de l'aviation civile. C'est un dispositif qui vient accompagner aussi la réalisation de grandes infrastructures de base réalisées. On citera à titre d'exemple l'aérogare d'Oran, d'Alger, les tours de contrôle un peu partout au niveau national. Là, je complète, c'est-à-dire que le domaine de l'aviation civile est en évolution permanente, c'est-à-dire au niveau justement de l'organisation de l'aviation civile internationale, il y a des comités qui travaillent en permanence suite à l'évolution de chaque domaine. Et là, on était conforme en 2004, en 2006, 2009. Et chaque fois, il y a des nouvelles normes, c'est-à-dire internationales. Et chaque État contractant, il introduit en conséquence, il doit s'adapter. Exactement, dans le règlement national. Si on veut simplifier, c'est en quelque sorte une mise à jour. Une mise à jour, une adaptation, exactement, c'est ça. Et justement, ça coïncide justement, vous l'avez bien précisé, avec la réception de la nouvelle aérogare ouest de l'aéroport d'Alger Ouali Boumediene, qui est avec une capacité supplémentaire de 10 millions de passagers par an. L'actuelle, elle est de 6 millions, ça va atteindre 16 millions de passagers par an. La nouvelle aérogare de l'aéroport d'Oran, courant l'année 2019. Et même chose, courant l'année 2019, la réception de 5 tours de contrôle au niveau des aéroports d'Alger, Oran, Constantine, Ghardaïa et Tamanrasset. Et avec la réception aussi fin d'année d'un deuxième centre de contrôle régional Tamanrasset, c'est-à-dire deuxième centre, parce qu'on a le premier centre, le centre de contrôle régional, celui d'Alger, et en conséquence, on aura la couverture de l'espace aérien algérien dans sa totalité, nord-sud. Tout à fait. C'est ce qu'il avait précisé le ministre Abdelghani Zalane hier, en disant que l'Algérie connaîtra un trafic intense désormais, d'où l'adaptation de ces aéroports internationaux, notamment via l'Afrique, donc le continent noir. Donc il y aura beaucoup de trafic, de nouvelles destinations, ouverture de nouvelles lignes pour desservir beaucoup de pays africains, ce qui rendra aussi l'aéroport international Ouali Boumediene comme étant un aéroport de transit, Madame Bourouis. Exactement. Dans le plan de développement de la compagnie nationale Air Algérie, prévoit d'utiliser l'aéroport, la nouvelle aérogare, c'est-à-dire d'Alger, comme hub. Et là, c'est par rapport à son réseau d'exploitation. Elle va ramener des passagers de l'Afrique, bien sûr, vu la position de l'Algérie, c'est-à-dire c'est un avantage, et elle va les transporter vers l'Europe, vers le Moyen-Orient, vers la Chine, vers le Montréal, c'est-à-dire c'est par rapport aux destinations desservies par Air Algérie sur le plan international. Justement, par rapport à cela, Abdelghani Zalane, il avait affirmé que même quand on survole
le territoire national, c'est des recettes qu'on gagne, c'est des redevances que les autres compagnies payent et ça ne peut qu'être bénéfique pour nous. C'est les redevances aéronautiques, c'est-à-dire le survol du territoire algérien, le survol uniquement ou le survol avec atterrissage, ça génère des redevances aéronautiques et d'ailleurs c'est la ressource principale de l'établissement national de navigation aérienne et même chose pour l'Office national de la météorologie. Et ça, c'est vraiment important vu la superficie de l'Algérie, c'est-à-dire l'espace aérien algérien, c'est un espace immense, c'est-à-dire, et ça va contribuer justement au développement de l'économie nationale. D'une manière effective, tout à voilà. fait. En tout cas, on parle de transport aérien, donc transport de passagers, mais aussi de fret. N'est-ce pas? On a beaucoup parlé hier de l'ouverture aux privés, aux opérateurs privés qui veulent investir dans ce domaine. Justement, le Code de l'aviation civile prévoit l'exercice de l'activité transport des marchandises par voie aérienne. L'activité, le créneau de cette activité est libre, c'est-à-dire on a reçu des demandes justement pour la création des compagnies aériennes pour le transport des marchandises. Et là, c'est pour encourager justement les exportations en dehors des hydrocarbures. Tout à fait. C'est l'objectif recherché derrière. Donc tout cela pour accompagner une stratégie nationale mise en place qui vise la diversification de l'économie nationale hors hydrocarbures. Qu'en est-il, Madame Bourouis, de l'agence, du projet de création de l'Agence nationale de l'aviation civile? Alors actuellement, le projet tel que précisé par Monsieur le ministre des Travaux publics et des Transports, il est au niveau de l'APL, le Parlement. Il passera la semaine prochaine en session plénière, justement. Et la création de cette agence, c'est-à-dire qui aura pour mission les missions citées dans le Code de l'aviation civile, les missions de régulation, de contrôle, de supervision de toutes les activités de l'aviation civile assurées par les prestataires de services aéronautiques. Quand je dis prestataires de services aéronautiques, c'est tous les transporteurs aériens, peu importe leur activité, les fournisseurs de services de navigation aérienne, les gestionnaires des aéroports, les centres de maintenance, les centres de formation des pilotes, personnel navigant commercial, hôtesses, stewards, les mécaniciens. Et là, vraiment, ça va renforcer, c'est-à-dire les questions liées à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile, et ça va rehausser, je le dis bien, rehausser la position de l'Algérie au niveau international. Dans le paysage de transport aérien. Oui, oui, alors Madame Bourouis, qu'en est-il des perspectives de développement de l'aviation civile dans notre pays? Les perspectives, on a la création de l'Agence nationale de l'aviation civile. C'est un acquis vraiment très important. Également le renouvellement de la flotte. On a le projet de renouvellement de la flotte, Monsieur le ministre des Transports l'a cité, le renouvellement de la flotte d'Air Algérie avec un projet d'acquisition de 20 avions, gros porteurs, moyens porteurs. Et ça va permettre à Algérie justement de renforcer les lignes régulières déjà desservies, que ce soit sur le réseau national ou international, d'ouvrir d'autres lignes vers l'Afrique et vers d'autres destinations où on a une communauté algérienne importante. Mais aussi pour le transport de marchandises, parce que toujours dans le cadre de la politique et la stratégie économique, on vise notamment le continent africain. Donc j'imagine qu'il y aura beaucoup d'échanges en matière de transport. Exactement. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour encourager les exportations en dehors des hydrocarbures. Et là, le marché africain, c'est un marché vierge. Là, c'est-à-dire, il y a eu la levée du gel concernant cette activité. Eh ben, c'est une activité vraiment importante.
génératrice d'emploi, exactement, d'emploi, exactement, et voilà. Et c'est-à-dire elle va contribuer au développement de l'économie nationale. C'est ça l'objectif en fin de compte. Seulement, c'est-à-dire la création de ces compagnies doit être conforme aux normes en vigueur en matière de sûreté et sécurité. Voilà, c'est notre rôle. En tout cas, ça c'est pour ce qui était de l'aviation. Il y a aussi d'autres secteurs d'activité tels que le transport maritime. Je sais que ce n'est pas votre secteur, ce n'est pas votre domaine. Exactement. On en parlera, Inch'Allah, prochainement. En tout cas, merci Madame Bourbis d'avoir accepté notre invitation et répondre à toutes nos questions. Un domaine très très technique. Réglementé, confié à vous. Hein. Vous êtes, on me dit que vous êtes une personne très importante dans ce domaine. En tout cas, vraiment honneur de vous avoir ce matin avec nous. Merci, je rappelle pour moi, madame. Voilà, que vous êtes directrice de l'aviation civile et de la météorologie. Merci de nous avoir éclairé ce matin. Voilà, Mahrez, c'est à vous. Et on se retrouvera dès demain matin, Nejma Harish, avec un autre invité sur le plateau de la matinale et sur votre plateau. Et d'ailleurs, en parlant d'infos, l'actualité, c'est à midi avec un nouveau journal que vous pourrez suivre sur Canal Algérie. Nous, on se retrouve dans quelques instants. Retour de la matinale avec plusieurs invités. Hassan Menouar, président d'une association pour la protection des consommateurs. On va revenir sur, évidemment, sur les fameux chauffages qui est défectueux. Nous parlerons également de ces fameux soldes, de vrais ou de fausses soldes en réalité. C'est les questions que l'on posera à Hassan Menouar, qui est président de l'association Al-Aman. Mais ce sera juste après cette balade au parc du Tassili Nadjer avec Kamelia Melen. Allons-y. Du Tassili Nadjer à Janet reste un véritable musée à ciel ouvert dans le grand sud du pays. Classé en 1982 patrimoine universel de l'UNESCO, le Tassili reste synonyme d'évasion, de découverte pour chaque touriste venu chercher la méditation. C'est vraiment une région surprenante, très belle, où nous avons vu des canyons vraiment très très variés. Et nous avons dormi à la Belle Étoile. L'Algérie est très vaste. Nous avons des endroits magnifiques, je dis bien magnifiques. Faire du bivouac, c'est excellent pour la santé, faire de la marche, découvrir des choses, ces peintures rupestres, ces gravures, etc. Accompagné de ses amis, ce touriste français a préféré fêter son jour d'anniversaire au milieu de ce lieu magique, un moment de convivialité qu'il compte partager une fois de retour au pays avec sa famille. Beaucoup de chance d'être ici pour mon anniversaire, parce que c'est un endroit très spécial. C'est la première fois que je viens en Algérie et je découvre un pays très très riche au niveau des paysages. La Tadrar, c'est aussi beau que le sud-ouest américain. Il y a du sable orangé, marbré de noir, des sables rouges, des sculptures dans les rochers de toutes les formes et beaucoup d'histoire. Janet est de par son patrimoine archéologique une destination de choix car elle offre aux visiteurs la quiétude et la sérénité, notamment cette période d'hiver. Voilà, on est de retour sur le plateau de la matinale avec notre premier invité ce matin, Hassan Menouar. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, Hassan Menouar. Vous êtes à la tête d'une association, l'association Al-Aman, pour la protection des consommateurs, une association nationale basée sur Alger, la capitale. Vous êtes dans ce combat et engagé dans cette lutte pour la protection des consommateurs depuis 2014, 5 ans déjà, on en parle aujourd'hui. Quelles sont les plaintes qui reviennent le plus souvent? On vous contacte pourquoi au juste? Je
dirais d'abord que depuis 2014, on a l'agrément, mais illicitement, je travaille depuis 2011 sur le domaine, donc j'étais dans des situations irrégulières. On a été régularisé en 2014. Et vous l'avouez le plus normalement du monde sur la télévision publique, et vous avez tout à fait raison, cela relate une réalité. C'était quoi? C'était une demande d'agrément qui a duré 3 ans? 3 années? Oui, bon, d'abord j'avais commencé à travailler sans agrément parce que c'était des sujets qui m'interpellaient à chaque fois, la consommation, donc dans tous les domaines. On voyait beaucoup de dépassements et puis dans mon caractère d'être un peu... Justicier rebelle parfois. Et donc j'ai commencé à travailler sans agrément et puis après on m'a demandé de me régulariser. D'ailleurs, une fois un responsable m'avait dit pourquoi tu travailles comme ça. J'ai dit du moment qu'il y a toujours du commerce illicite, donc je travaille en illicite. Le jour où il n'y aura plus de commerce illicite, je vais me régulariser. C'était un engagement sociétal. Vous Absolument. n'étiez pas réellement dans l'illicite, vous n'étiez pas dans le parallèle. Non, moi, dans ma conviction, c'est que l'agrément, c'est une manière d'informer les pouvoirs publics qu'on travaille. C'est pas une autorisation. Donc on a commencé à travailler, à faire le bien qu'on pouvait faire un peu partout en Algérie. Se conformer à la réglementation et puis agir le plus normalement du monde, étant libre, parce que vous êtes avant tout une organisation non gouvernementale, vous êtes une association, non pas une ONG, mais vous restez libre de vos mouvements dans le cadre du bien pour la société. Et ce bien pour la société, qu'est-ce qui vous a mené? Bon, on va revenir alors au début. Quels ont été vos premiers combats sur le terrain? D'abord, essayer de faire réduire cette mortalité, je dirais entre guillemets, bête, parce qu'on meurt très facilement maintenant en Algérie, on est très malade. Donc actuellement, on est à plus de 6 millions de diabétiques, on a plus de 50 000 cas de cancer par an, et on a près de 30% d'Algériens qui sont hypertendus. Et une grande partie de tout cela provient de ce qu'on mange, de ce qu'on consomme. Ça d'une part. D'autre part, on voit ce qui se passe sur nos routes, donc les accidents de la route. La route, le transport est aussi consommation qui est très importante, qui fait beaucoup de mal dans certains cas. On a les accidents domestiques dans le monoxyde de carbone, par exemple. On voit ce qui se passe ces derniers jours. Et chaque année, quand il fait froid, donc plus il fait froid, plus il y a d'accidents, plus il y a de morts. Et c'est des combats qu'on mène depuis déjà assez longtemps, ne parlant que de ce problème d'intoxication au monoxyde de carbone. Donc depuis 2014 déjà, qu'on est en train de crier partout, on a déposé des dossiers, des projets de loi pour faire beaucoup plus que la sensibilisation, c'est-à-dire adopter des projets de loi pour réglementer l'installation, ou bien pour rendre obligatoire l'installation de détecteurs dans les nouveaux logements, au moins. Et on travaille aussi actuellement, quand je dis actuellement, ça veut dire que depuis 2018, on avait tracé un programme de sensibilisation des jeunes dans les universités. Dans les universités, parce que le cadre, il est prêt, il est là, donc on peut travailler facilement avec nos étudiants. Il y a beaucoup de coordination qu'on fait avec les enseignants, avec l'encadrement scientifique. D'une part, sensibiliser, comme on le fait un peu partout, donc c'est une sensibilisation directe aux étudiants pour... Les sensibilisations sur quelle thématique? C'est surtout le thème de la consommation saine, consommation responsable. Parce que, quand on voit des jeunes qui ont 19-20 ans et qui se nourrissent que de chez les fast-food, et qui ont 1 à 2 boissons, je dirais, industrielles par jour, on peut déjà prévenir des grandes maladies. Donc voilà, donc c'est dramatique ce qu'on voit. Et donc à chaque fois que je vais dans une université avec mon équipe pour faire de la sensibilisation, on revient d'une part content d'avoir fait un travail, mais on revient aussi très alarmé parce que on voit ce que consomment les jeunes. Donc, mais quelles sont les alternatives que vous proposez à ces jeunes? De rejoindre les restos U ou juste de réguler un peu ce qu'ils mangent Non, d'abord pour qu'ils prennent un peu plus de temps le matin pour préparer leur petit déjeuner. C'est très important. On voit, donc maintenant tout le monde le sait, les gens maintenant, ils vont à l'université, ils vont au travail, basant leur alimentation sur un simple café noir, et parfois sur une boisson chimique, entre guillemets. Et c'est tout, ou bien un croissant, un petit pain. Donc on essaie de faire, et ça c'est des traditions qu'on est en train de retransmettre aux générations sans pouvoir calculer ce qu'il y a dans cette nourriture et de chercher d'autres alternatives. Donc nous, on propose à ce qu'il y ait des fruits de saison, des légumes de saison, et éviter... Donc les restos U.
Les restos U, bon, ils ne sont pas si mauvais que ça. C'est-à-dire, il faudrait juste... Dans ma question, il n'y avait pas de... Oui, non, je réponds directement aux gens parce qu'on nous pose beaucoup de questions, on dit que c'est pas propre, c'est pas... Mais au moins, je dirais, c'est meilleur que le fast-food. J'ai mangé toute ma vie au resto. Ben, moi aussi, justement. Ouais. On a grandi avec ça pendant 5 ans. Un dinar 20, c'est toujours un dinar 20, mais un dinar 20. Et puis, moi, je dis toujours, il faudrait sélectionner ce qu'il faut manger. Ouais. Et de toute manière, c'est beaucoup mieux que ce que vend le fast-food qui est à côté de la cité U ou bien de l'université. Et parce qu'il y a un contrôle. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'hygiène, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de... On ne fait pas beaucoup attention, mais il y a des contrôles, il y a des nutritionnistes qui donnent un programme de préparation. Et puis même s'il n'y a pas ça, pour les gens qui habitent, parce que maintenant on travaille... Maintenant les universités sont partout. Hein. Il faut dire que ce n'était pas comme dans notre temps. Dans chaque wilaya, il y a des centres universitaires. Et rares maintenant les étudiants qui sont dans les sites universitaires. Donc pour cela, on recommande à récupérer la nourriture qui reste le soir dans des boîtes de congélation et prendre ça dans le sac à dos, dans le cartable et le manger à midi. C'est beaucoup mieux que ce qu'on mange dehors et c'est très économique en plus et ça nous évite le gaspillage. Donc ça nous évite de jeter la nourriture qui reste au dîner. Vous luttez contre l'obésité, contre les maladies qui surviennent suite à une mauvaise hygiène alimentaire. Et nous, ce qu'on va faire sans plus tarder, c'est de suivre un reportage de Bouchra Bouali sur la protection des consommateurs, mais cette fois-ci sur un autre créneau, les ventes en ligne. On le sait depuis quelques mois, voire quelques années, beaucoup de sites internet ont poussé en Algérie, ont été lancés en Algérie pour la vente en ligne. Que valent-ils réellement? Les produits qu'ils proposent sont-ils conformes au marché économique? Reverse-t-on en réalité une taxe suite à l'achat sur Internet non contrôlé parce que le paiement se fait à la livraison et en liquide? Les réponses, c'est avec Bouchra Bouali. On se retrouve juste après pour en parler. L'achat en ligne commence à faire son bout de chemin en Algérie, non sans grande difficulté. La pratique est confrontée notamment à des consommateurs dubitatifs. Déjà pour des raisons de sécurité. Beaucoup de sites aujourd'hui se font hacker ou démonétiser. Il existe plusieurs moyens d'acheter, mais je ne fais pas confiance. Voilà, c'est par rapport à la confiance. On n'a pas beaucoup de sites en Algérie et puis on n'a pas assez de recul par rapport à ça. Donc j'attends qu'il y ait un peu d'expérience concernant ces sites et puis on pourra se lancer. Certains se sont lancés et ont fortement été déçus par l'expérience. J'ai eu déjà une expérience, j'ai acheté quelque chose, j'ai reçu la marchandise, ce n'était pas ce que j'ai vu. Et en plus, la qualité de service est par rapport à la livraison. Donc, on vous dit que vous serez livré aujourd'hui, mais en réalité, c'est sur 24 heures, 48 heures après, où est la marchandise. D'autres, au contraire, sont devenus de grands e-consommateurs. Franchement, comme je travaille beaucoup, donc je préfère acheter en ligne parce que ça me facilite la vie. Vous n'avez pas eu de soucis lors de vos achats? Franchement, jusqu'à présent, non. Même pour réserver un hôtel, pour tout, on fait ça par carte. Mais on sait que c'est des sites sécurisés. Ça dépend. On connaît les sites là où il faut acheter. Ce n'est pas des sites inconnus qu'on découvre une fois. Donc on a quand même un retour avant d'essayer ces sites. L'APOS, l'association de protection et d'orientation du consommateur et de son environnement, recommande aux consommateurs de recourir à des sites hébergés dans le domaine des aides et pointe du doigt certaines failles juridiques dans la loi 1805 relative au e-commerce qui ne fait pas mention de la notion de marketplace, ces plateformes logicielles qui permettent à des opérateurs d'exposer leurs produits moyennant une commission prélevée sur leurs ventes. Il faudrait que la loi revoie cela. Est-ce que le commerce sur Facebook est considéré comme étant un e-commerce? Est-ce que finalement il faut juste avoir un site? Pour le moment, si on doit interpréter la loi stricto sensu telle qu'elle est établie, c'est-à-dire telle que les disposent les articles sur le e-commerce, on ne peut parler de e-commerce que si c'est un site hébergé en Algérie. Or, le Facebook ne l'est pas. Il se trouve cependant que la plupart des transactions commerciales sur la toile se font via des pages Facebook, sans e-contrat, notamment pour protéger les données personnelles des consommateurs et pas forcément par
par paiement électronique. Tant qu'il n'y a pas le e-payment, le e-opérateur est découragé par ce qui vous dit une fois à la livraison, le consommateur va refuser d'être livré, il refuse d'accuser réception quand bien même la loi l'impose. C'est-à-dire le consommateur, il faudrait qu'il le sache d'ailleurs, est obligé de signer l'accusé de réception. Dès lors qu'il y a une commande, il faut qu'il remplisse ses engagements, c'est-à-dire signer l'accusé de réception et payer. Donc, mais il n'y a réellement pas de moyen de pression, il n'y a pas de moyen de faire l'exécution, puisque ce n'est pas un agent de l'État, le livreur. Donc du coup, il ne peut pas imposer ça au consommateur. Il y a véritablement un problème et je pense que pour régler ça, il faudrait passer réellement au e-payment. Il faudra d'abord changer les mentalités des consommateurs algériens qui demeurent réticents à l'idée de recourir au commerce en ligne pour que celui-ci puisse se développer et apporter aux côtés du commerce traditionnel sa contribution à l'édification de l'économie nationale. Voilà, on est de retour. C'était Bouchra Bouali qui en parlait. D'ailleurs, vous le disiez il y a quelques instants, il y a à boire et à manger sur ce sujet. Alors, on commence par la déception du consommateur à la livraison. Vous répondez quoi à cela? Oui, protégé. Pas vraiment, parce qu'actuellement il y a la loi depuis le mois de mai 2018, mais en pratique c'est tout autre chose. C'est le commerce à distance, moi je dirais, c'est du téléachat, comme il y avait le téléachat, maintenant on achète par commande électronique. Mais le e-commerce, on l'a pas encore réellement en Algérie, parce que le e-commerce, on est au stade embryonnaire, on est au stade d'essai, on est au stade où tout le monde fait ce qu'il peut, ce qu'il sait faire, en attendant qu'il y ait réellement mise en place et l'exécution de cette loi de 2018. Actuellement, d'abord, les producteurs en souffrent parce que c'est vrai que quand ils livrent, ils ne sont pas sûrs que le client reçoive cette marchandise et qu'il paye, mais aussi le client, il peine aussi parce que d'abord il ne reçoit pas à temps tous les jours, ça c'est le premier point à relever, et puis avec beaucoup de surprises. Figurez-vous que moi-même, de temps en temps, j'essaie de faire ça rien que pour voir comment que ça se passe, et 2 fois de suite j'ai été déçu, et puis on ne trouve pas qui se plaindre parce que la majorité actuellement, c'est beaucoup plus des marchands c'est du marchand électronique, c'est des marchands électroniques que du e-commerce. Donc c'est des gens qui achètent chez une marque et qui revendent en livraison. Donc ils n'assurent aucune garantie, ils n'assurent pas de service après-vente. Moi, tout de suite, j'ai appelé pour essayer de faire changer les articles. On me dit, c'est pas nous, maintenant il faudrait appeler le fournisseur. Voilà, donc pour dire. Et on a fait des appels depuis déjà plus de 3 ans pour qu'il y ait justement cette réglementation. Maintenant, il faudrait attendre à ce que ça soit vraiment bien mis en place. Il faudrait aussi bancariser tout le monde. Il faudrait que ces commerçants aient des comptes bancaires. J'allais vous dire, est-ce qu'on a mesurer l'ampleur des pertes pour les caisses de l'État en termes de taxes? Qui peut les mesurer? Parce que quand c'est de l'informel, parce que maintenant c'est du commerce électronique qui est informel. Les gens paiement à la achètent, livraison en liquide, aucune trace. Oui, aucune trace. Les gens achètent et revendent sans que l'État ne perçoive aucun sou. Et puis ça ne garantit rien, il n'y a pas de traçabilité. Il faudrait mettre en place d'abord le paiement électronique, il faudrait qu'on s'habitue, il faut inculquer aux Algériens cette culture de payer avec une carte, et pour cela il faudrait qu'il y ait des cartes de paiement, il faudrait d'abord qu'il y ait le paiement électronique chez les commerçants, il faut qu'on s'habitue à ça, il faudrait qu'il y ait des TPE chez les commerçants, qu'on s'habitue à avoir cette carte, et puis l'utiliser pour acheter à distance. Mais jusqu'à présent, on voit d'abord rare les commerçants qui ont un compte bancaire et qui acceptent ça parce qu'il y a beaucoup de fraude fiscale, ils en profitent et ils n'acceptent pas que l'argent transite par leur compte bancaire parce que c'est une trace pour les impôts. Et puis on s'est habitué au site marchand, au souk. Donc l'Algérien a commencé à connaître les achats par voie d'Internet sur des marchands électroniques qui assurent, moi je voudrais vendre quelque chose. La mise en souk. Absolument, oui. Ouais. Donc c'était un souk. Mais qui n'est pas un site qui relève du e-commerce, c'est un site de mise en relation. Absolument, c'est un site, c'est un souk, c'est un marché électronique. Et on s'est habitué à ça, et ça marchait parce que les gens se rencontrent à la fin. Donc j'ai un produit à vendre, vous l'avez acheté, on se donne rendez-vous. Mais maintenant c'est autre chose, maintenant on commande, c'est du virtuel, on ne voit pas, on ne touche pas, on ne sent pas, on ne goûte pas, et on commande et on voudrait être mis en confiance. L'autre problème que je voudrais citer, c'est là où c'est important je profite de cette
émission, c'est quand c'est les enfants qui achètent. Ouais. Quand les enfants qui achètent, et c'est ce qui arrive le plus souvent actuellement. Maintenant, c'est les enfants qui s'achètent des articles, ils s'achètent des services sans que les parents le sachent. Et beaucoup d'arnaques se font et les enfants ne se plaignent pas. Donc ils se taisent, donc ils dépensent de l'argent sans en parler à leurs parents. Il y a beaucoup de problèmes qui sont arrivés dans les familles à cause de ces pratiques. Que dites-vous d'un site internet qui fait partie d'un grand groupe international installé en Algérie, qui propose des voyages, qui propose des hébergements, forcément, c'est un peu le booking.com qui est disponible ici en Algérie, mais qui à la fin, quand on passe à l'achat, on nous exige de payer en devises. Non, mais c'est interdit, c'est-à-dire on doit payer d'abord. Pourtant, ça existe. Oui, ça existe. Ben justement, c'est là où je voulais dire tout à l'heure qu'il faudrait mettre en place, il faut mettre en place l'exécution de la loi. C'est-à-dire il faudrait qu'il y ait des dépôts de plainte et des poursuites contre ces sites. On doit payer en dinars sur un site avec .dz et dans des banques algériennes. Ça, c'est ce que je dis aux consommateurs. C'est avec ça qu'on a un minimum de garantie. En plus, notre association a demandé au ministère du Commerce pour que ces sites doivent porter des labels, donc des mentions pour dire que c'est des sites qui sont garantis, qui sont suivis, qui sont contrôlés. Parce que, vous savez, un commerce ouvert comme ça sur une rue, il y a du contrôle. Parfois, il y a du contrôle. Mais maintenant, sur un site internet, qui va contrôler ça? C'est ça. Donc, et moi, j'appelle maintenant aux consommateurs de faire le contrôle eux-mêmes. Donc, c'est à eux, à chaque fois, de dénoncer les abus et de faire savoir au pouvoir public, aux associations, là où ça va pas, là où ça va. Parce qu'on est en train de faire de l'apprentissage dans ce domaine. Donc, il faudrait attendre encore quelques années. Il faudrait qu'on soit de bons citoyens en intervenant pour se plaindre et pour orienter les services de l'État. El Aman, joignable sur Internet? On a une page Facebook comme tout le monde, on n'a pas encore de site Internet, malheureusement. Oui, c'est El Aman, Association nationale de protection des consommateurs. Nous sommes à l'Otfeit, donc on a même un guichet du consommateur pour recevoir les plaintes. Et c'est quelque chose qu'on essaie aussi de faire apprendre aux Algériens, cette culture de dénoncer, de se plaindre, d'aller... Pour réclamer leurs droits. Et les droits des autres, parce que nous, malheureusement, parfois, dès qu'on règle notre problème, on trouve un produit qui n'est pas bien, on ne l'achète pas, mais on laisse les autres acheter, et c'est ce qui fait le mal dans cette société. Merci à vous, merci d'avoir été là. Vous revenez quand vous le souhaitez, c'était un plaisir. Et ce sera l'occasion de revenir sur d'autres questions. On n'a pas eu l'occasion et le temps de parler de ces fausses soldes qui ont été affichés, notamment dans la capitale ces derniers mois, qui ont été dénoncés et par la Fédération algérienne de la protection des consommateurs, et j'imagine par vous-même. Mais on aura l'occasion d'y revenir, si vous le permettez, dès le week-end prochain, si vous êtes disponible. Avec plaisir. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Yazid Harkati. Il est directeur de l'Institut national spécialisé en formation professionnelle de gestion de Blida. Et ce qui se passe, c'est que nous allons parler de la rentrée de la formation professionnelle acte 2. Ce sera dans quelques instants, juste après ce reportage de Jazia Bayou et ce coup de projecteur sur le lancement d'une jeune entreprise dans le domaine pharmaceutique à Tipaza. Première entreprise de son genre au niveau de la wilaya de Tipaza. Actuellement, nous accueillons même des stagiaires de l'université de Tipaza. Moi, je suis diplômée de l'université de Blida et j'ai fait biologie, spécialité parasitologie. Cette jeune femme a concrétisé son rêve, celui de créer une entreprise spécialisée dans la fabrication des produits parapharmaceutiques. Si elle a réussi à mettre sur pied son projet, c'est bien grâce à l'ANSEJ, le dispositif de soutien à l'emploi de l'État. C'est à la fin de l'année 2017 que nous avons commencé la production. Nos produits sont des antiseptiques destinés aux hôpitaux, aux laboratoires et même aux pharmacies. وحتى المخابر والصيدليات. هذه رسالة موجهة للشباب الجزائري خريجي الجامعات ولا خريجي المعاهد. C'est un message pour les jeunes Algériens diplômés de l'université ou de la formation professionnelle. Il faut saisir ces occasions pour investir et créer leur propre entreprise et participer au développement de l'économie nationale. Cette jeune entreprise a réussi à s'intégrer dans le marché national. Elle a même décroché un contrat de partenariat avec un laboratoire français spécialisé dans la fabrication des huiles essentielles. Notre mission est de contrôler la qualité et le conditionnement de ces produits. Grâce à l'accompagnement de l'État, 47 petites entreprises ont été créées en 2018, rien que dans la wilaya de Tipaza.
Bon, enfin, les tests de sélection, c'est le 17 et puis la rentrée, c'est le 24. Ah, c'est bientôt. Ouais, bien sûr. Bah, super. Dans une semaine, ouais. Camarades, nous sommes le 11 février et l'invité que vous êtes en train de voir là tout de suite, c'est Yazid Harkati. Il est directeur de l'Institut national spécialisé en formation professionnelle de gestion de Blida. Et avec vous, monsieur Harkati, on va parler ce matin de la formation professionnelle, coup de projecteur sur Blida. C'est un secteur que vous connaissez bien, c'est une wilaya que vous connaissez bien. Alors d'abord, votre centre de formation professionnelle existe depuis quand ? Enfin, c'est bon. Tout d'abord, bonjour. Bienvenue à vous. On rentre dans le vif du sujet. Oui, merci de m'avoir invité à votre émission. Et puis, pour l'établissement, l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle, donc pour commencer par votre première interrogation. Oui. Donc, en fait, il existe depuis l'année 90. Il est spécialisé donc dans le domaine de la gestion. Oui. Il forme, à l'instar de tous les INSFP à l'échelle nationale, donc il forme le niveau BTS, donc c'est le niveau 5. Oui. Et puis, c'est un ex-CFA, les ex-centres de formation administrative qui étaient régis par le ministère de l'Intérieur durant les années 70 et 80. D'accord. D'accord. Ensuite, ça a été basculé vers la formation professionnelle. Vous avez été nommé directeur quand ? Depuis décembre 2014. Décembre 2014. Ouais. Décembre 2014 à aujourd'hui, février 2019, ouais. Avez-vous, alors c'est la première question parce qu'elle revient souvent sur nos plateaux, avez-vous remarqué un regain d'intérêt de la jeune génération pour les CFPA ? Oui, en fait, on a fait une longue et grande campagne sur sensibiliser les jeunes sur le CFPA. C'est une question très intéressante. Ce n'était pas non plus l'alternative de l'échec, c'était une alternative parmi tant d'autres. Oui, c'est ça. En fait, c'est une remarque très pertinente et puis aussi c'est un intéressement qui est très légitime parce qu'il faut sortir en fait du domaine du chiffre. Oui. Vous avez donc parlé de l'engouement. Effectivement, c'est vrai, on a toujours cette idée derrière la tête que les gens, par exemple, le citoyen lambda, il peut comprendre que la formation professionnelle, c'est juste un échec d'un jeune qui est sorti donc soit de l'éducation nationale. Donc, il a perdu en fait ses conditions qui le maintiennent au niveau de l'éducation. Donc, il les a perdues. Donc, il est sorti. Il ne peut pas accéder au niveau de l'enseignement supérieur parce qu'il ne bénéficie pas de conditions bien déterminées. Donc, où est-ce qu'il se retrouve? En fait, avant, c'était ça l'idée. Mais maintenant, avec le développement, avec le partenariat, avec quand même un arsenal de moyens. Je cite en premier lieu une nomenclature qui dispose de 23 familles de métiers avec 478 spécialités de différents niveaux. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point en parlant de conditions d'accès. En fait, le secteur de la formation professionnelle, c'est un secteur qui s'occupe de toutes les couches de la société. C'est cela. Et ceux qui n'ont aucun niveau scolaire, parce que pour des conditions bien définies, d'accord, ceux qui n'arrivent pas à s'adapter, ceux qui ont un niveau moyen, ceux qui ont un niveau élevé, ceux qui ne savent pas quoi faire, on essaie de les orienter. Et surtout, la couche la plus importante, ce sont ceux qui viennent en détenant un projet dans la tête. Ils ont déjà un projet, ils ont une idée, ils veulent aller dans le sens de l'entrepreneuriat, ils veulent développer leur propre activité. Et bien, on est là pour leur donner toutes ces qualifications et toutes ces compétences nécessaires. Et on est là pour les encadrer, pour atteindre leur objectif. Combien d'apprenants actuellement chez vous? Actuellement à Blida ou bien au niveau de l'Institut? Au niveau de votre institut. Bon, au niveau de l'Institut, on se retrouve à 2500 apprenants de niveau 5. 2500 de niveau BTS. Oui. Cette année? Cette année, oui. Cette année. Parce qu'en fait, dans les deux modes, dans le mode résidentiel et dans le mode apprentissage. D'accord. Mais nous, ce qu'on fait, en fait, on essaie toujours d'aller dans le sens de la politique du secteur. Parce que, comme vous le savez, actuellement, le secteur de la formation professionnelle, ses objectifs, ce n'est pas de former dans l'administratif. Parce que lorsque vous avez défini l'Institut, vous l'avez appelé exactement par son nom. Donc, c'est l'Institut national spécialisé de formation professionnelle en gestion. D'accord. Donc, on forme dans les techniques de gestion. Mais la politique du secteur, en fait, c'est de former dans des axes qui sont demandés par le partenaire économique, dans les axes qui vont droit vers le développement de l'économie. Donc, nous avons des axes au niveau du secteur de la formation professionnelle. Au niveau de Blida, on a adapté donc notre carte pédagogique pour
aller dans le sens de développer les axes importants qui sont les métiers du bâtiment et des travaux publics, tous les métiers de l'eau, tous les métiers de l'agriculture ainsi que sa transformation agricole, les métiers de l'environnement, les technologies de l'information et de la communication. Donc tout ça, donc on essaie de le développer à l'instar de toutes les autres wilayas. Bien sûr, comme vous le savez, donc chaque wilaya a sa spécificité. D'accord. Ça dépend donc de l'emplacement, ça dépend donc de la largeur du tissu économique qui existe. Ça dépend de la spécificité de la wilaya. Est-ce qu'elle est agricole, est-ce qu'elle est industrielle, est-ce qu'elle est subsaharienne, est-ce qu'elle est agropastorale, etc. Donc ce qui fait, nous, à Blida, on développe selon les spécificités de la région. Nous avons donc beaucoup d'atouts. Déjà l'emplacement de la wilaya, avec son axe autoroutier est-ouest, donc qui relie toutes les wilayas, avec le nouvel axe nord-sud, donc qui a rapproché en fait la communication, qui a rapproché les relations sociales, donc ça a permis un grand échange. Donc le secteur de la formation professionnelle, donc il se développe avec donc ces spécificités-là. Nous avons aussi un grand tissu industriel, les industriels qui sont regroupés en associations, en clubs, en forums. Donc avec lesquels on a développé durant ces années un partenariat très étroit. On développe les programmes ensemble, ils intègrent nos formés, ils nous aident dans l'immersion professionnelle, ils intègrent nos formés, ils intègrent nos stagiaires au niveau des différents stages durant leur cursus. Aussi, ils recrutent énormément de nos diplômés. Vous avez un taux de réussite de combien? Pour le taux de réussite, donc je peux vous dire, je peux vous dire que le taux il est à 100%. Ça peut vous étonner. Ça ne m'étonne pas. Parce que pourquoi? En CFPA, ça ne m'étonne pas du tout. Je vais vous dire pourquoi un taux à 100%. Parce qu'au niveau de la formation professionnelle, pour les gens qui n'arrivent pas à suivre la formation, on n'a pas le système de l'exclusion. On n'a pas le système de la décision de fin du cycle de formation. On les oriente à chaque fois. Si un jeune il choisit une spécialité, des fois il choisit parce qu'il aime la spécialité, parce qu'il a des objectifs, comme j'ai dit tout à l'heure, derrière la tête. Il y a ceux qui choisissent parce qu'ils ne savent pas quoi faire. C'est ça. À ce moment-là, pour ceux qui n'arrivent pas à réussir, on est dans l'obligation de les réorienter, soit au niveau du même établissement, soit au niveau d'un autre établissement de la wilaya qui comprend la spécialité demandée, soit au niveau d'une autre wilaya. C'est ça. Et c'est nous qui se chargerons de toute cette orientation-là. Donc c'est pour ça, en fait, à la finalité. C'est vrai que des fois, pour le jeune, il vient faire une formation de 2 ans, il se retrouve après 6 ans, parce qu'il a changé de spécialité. Mais en fait, il réussit en fin de compte. Sauf pour celui qui vient nous dire qu'il n'a pas envie donc de terminer sa formation. Ça, c'est autre chose. Mais sinon, Combien de CFPA à Blida? Au niveau des établissements de formation professionnelle, c'est pas seulement des CFPA, parce qu'on a souvent l'habitude de dire... parce que nous, c'est le langage commun, centre de formation professionnelle. On va expliquer. Nous avons les CFPA, il y en a 12. Les CFPA, ils assurent les formations de niveau de 1 à 5. De 1 à 4, pardon, de 1 à 4, on délivre dans la formation professionnelle 5 diplômes. Donc du niveau 1 au niveau 4, c'est les CFPA. Donc du niveau CFPS jusqu'au niveau BT, en passant par le CAP et le CMP, jusqu'au brevet de technicien. Ensuite, il y a les instituts nationaux. On était à 4, maintenant au mois d'août 2018, on a réceptionné un 5e institut qui sera dédié donc au métier du bâtiment et des travaux publics. Donc on se retrouve donc à 12 CFPA, à 5 INSFP et à 2 IEP. Il y a aussi, on n'oublie pas l'enseignement professionnel, donc aussi c'est un autre axe d'enseignement de formation dans lequel les élèves de l'éducation nationale de la 4e année moyenne, une fois admis à la première année secondaire, ils sont orientés après leur réussite en 4e année moyenne. Pour ceux qui choisissent cette voie, ils sont donc orientés vers l'enseignement professionnel. Ils vont faire une période de formation après laquelle ils vont obtenir un premier diplôme. Donc ensuite, ils peuvent terminer pour obtenir l'équivalent d'un BTS. La rentrée, la deuxième session de l'année, ce sera pour le 24 février prochain. La rentrée, c'est le 24, oui. Les inscriptions, ça a débuté du 6 janvier jusqu'au 16 février. Ensuite, les tests de sélection, c'est la semaine prochaine. Donc c'est pour orienter, pour s'assurer des choix des candidats. Donc ça sera le 17, 18 et 19. Et la rentrée officielle, c'est le 24. C'est une continuité tout d'abord de la rentrée de septembre. La rentrée de février. Au niveau de Blida, on a offert 6000 postes pédagogiques de formation.
Donc on a entre les deux principaux modes qui sont la présentielle, c'est un mode dans lequel le candidat se forme à plein temps au niveau d'établissement. On est à 1100. On a offert 1100 postes et pour la formation par apprentissage, donc qui se fait en partenariat avec le secteur économique, avec l'employeur. Donc c'est une offre de 2400, 2500 places pédagogiques. Merci d'avoir été là. On vous souhaite bonne rentrée. Je vous remercie. Pour la session du 24 février. Merci à vous. Bonne chance à l'ensemble des apprenants. Apprentis ou résidentiels. On espère la réussite pour tout le monde. Et bravo pour ce que vous faites. Merci. Et comme on l'a dit au début même de cet entretien, les centres de formation professionnelle, ce ne sont pas les alternatives de l'échec, mais ils répondent souvent à des projets personnels pour certains, et puis à d'autres qui ne se sont pas adaptés au système éducatif classique, à l'éducation nationale ou à l'enseignement supérieur, de trouver une formation qui leur correspond. Et puis les métiers, les métiers manuels aussi, on les retrouve là, et ils constituent l'un des plus grands besoins actuellement en termes d'emploi ici en Algérie et même dans d'autres pays du monde. Vous avez plus de chances de vous expatrier en tant qu'électricien ou plombier qu'en tant qu'ingénieur ou journaliste. Nous, en fait, ce qu'on cherche, c'est pas que les gens s'expatrient, mais on cherche que les gens développent, Je disais la qualité, je disais la valeur de ces métiers. Oui, mais bien sûr. Effectivement, on n'est pas là pour continuer à l'assainir. Pour promouvoir la CENI, bien au contraire. Merci encore, merci d'avoir été là. Yazid Harkati, je vous remercie, directeur de l'Institut national spécialisé en formation professionnelle de gestion à Blida. Vous avez représenté la ville des Roses ce matin et c'était un plaisir pour nous. On va écouter un peu de musique, Abdelkader Chao, et puis juste après, c'est les deux derniers invités de la matinale. C'est de l'art qui sera à l'honneur, c'est l'art qui sera à l'honneur tout court, du théâtre avec Omar Fatmouche qui nous parle de sa dernière pièce. Ça s'appelle Saha l'artiste, c'est ce soir, c'est une pièce complètement décousue que vous allez retrouver au TNA, une pièce qui va vous permettre de voir le théâtre autrement, selon Omar Fatmouche, et Kamal Aziz aussi pour présenter son dernier album. Allons-y, Abdelkader Chao. الوحشة عليا وجار نبكي في الليل مع النهار الدمعة تجري كالمطر عن خدي مجرية عقلي بهواها راح طار خلتني يا خويا عقلي بهواها راح طار خلتني يا خويا أنا يا غراني غريب الوحشة عليا أنا يا غراني غريب لمسة عليا أنا يا غراني غريب الوحشة عليا أنا يا غراني غريب لمسة عليا عقلي بهواه طرح باقي عبد غير النواه نبكي كل مساء والصباح ودموعي مجرية نتفكر إمام الملاح في بهار الشعلية نتفكر إمام الملاح في بهار الشعلية أنا يا غراني غريب الوحشة عليا أنا يا غراني غريب لمسة عليا أنا يا غراني غريب الوحشة عليا. Allez, excellente matinée à vous tous. Abdelkader Chao. Vous aimez bien Chao? Oui. Vous aimez bien Chao? Ouais, ouais. Oui, oui. Oui, oui, oui. Sûr? Ah, je t'en prie, quand même.
J'avais l'impression que vous étiez un peu plus d'Okali, un peu plus... Là, non, pas du tout. Attention, Chabi, franchement. Ah, si tu veux avoir la réponse, tu n'as qu'à faire un petit solo au théâtre ce soir. Ah, je viendrai, oui. Je viendrai, ça c'est sûr. Alors, Omar Ftmouch, d'un côté, je pense que vous l'avez reconnu, il est metteur en scène, il nous présente ce matin cette dernière pièce, Saha l'artiste. Alors, de la compagnie Sinjeb, retour aux sources. On va en parler dans quelques instants. Béjaïa vous manque un peu ou pas du tout? Oui, beaucoup, mais j'y vais souvent. Hein. Vous y allez souvent. Vous étiez à la tête du TRB, hein, du Théâtre Régional de Béjaïa. Et puis nous avons avec nous aussi Kamel Aziz, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. T'es comme ça pour l'invitation. Alors, votre petite fiche. Bon, il faudrait peut-être un peu plus de temps pour la résumer, mais votre petite fiche, 20 ans de musique, 14 ans au sein d'une association de musique andalouse, les Beaux-Arts d'Alger. Oui. Et comme beaucoup d'artistes de la musique classique algérienne, vous basculez vers le shabi. Alors vous basculez pour le shabi depuis combien de temps ça j'ai oublié de le noter. Ça fait 14 ans de musique shabi? Non, c'est pas 14 ans. 14 ans uniquement l'andalou. Donc shabi, à part 15 ans, 14 ans shabi. Et comment se fait la transition? La transition, donc j'ai commencé par l'andalou. Oui. Chez M. Abdelmadid Boumaza, chez Andalous. Oui. Ensuite, j'ai fait une petite formation et en parallèle, en écoutant Amr Zaïf Dar, c'est grâce au frangin d'Yali, il fait des révisions Darak d'ailleurs. Donc en écoutant Amr Zaïf, donc j'ai fait le. Ça vous a donné envie de basculer vers le chant? Voilà, c'est ça. Vous avez chanté un peu, vous, dans votre vie? Oui. Oui, vous avez chanté quoi? Ouais, ben, j'ai chanté un peu de tout, donc on était à l'époque au niveau des scouts musulmans, donc on chantait normalement, un peu dans le genre d'Abdrahman Aziz Rahman, mais après c'était un peu le Chabi, c'est une ville de Chabi, attention. Ouais. Parce qu'il faut dire que vous êtes de Bourg-Mlaël, ça faudrait le rappeler. Comment va votre fils au fait? Il va très bien. Il fait son master 2 au niveau donc, des arts du spectacle à l'Université Paris 8 en France. Et il fait pas mal de choses, du théâtre in situ, théâtre de rue, à Paris Saint-Denis. Non, ça va. Vous avez transmis la... Écoutez... C'est souvent une histoire de famille. Alors, Kamel Aziz, vous sortez votre premier album. Ouais. On va écouter un extrait, il sort chez Ostoana. Premier album, votre dernier concert, on ne peut pas vous le rappeler parce que ça date d'il y a tellement longtemps, vous dites. Ouais, Ramadan les fêtes, on a fait des concerts un peu partout. Donc prochainement, il va y avoir un concert de promotion. Sinon, vous faites des mariages? Oui, bien sûr, l'Aras. uniquement l'Aras. شعبي على بالك قعدة تاع زمان uniquement l'Aras. يا أهل الهوى. يا أهل الهوى. الهوى؟ يا أهل الهوى والعشق الزين هبلني. الله. هيا تفضل. Un extrait. بالكاس الأول خلى العقل مني سقاني بالكاس الأول خلى العقل مني مذهل ملك يا وخي متهول ملك يا وخي متهول ملك يا وخي متهول وبه نهيم الحب يحيي لي قلبي وانا يراني مش بي وبه لهيب. Alors ça c'est le premier extrait, il y a Ahl al-Hawa, c'est ça? Non, c'est Dani Yanadin. C'est laquelle? Dani Yanadin. Ah, Dani Yanadin, c'est la 4 effectivement. On m'avait dit que c'était la 7. Alors Dani Yanadin, alors c'est des chansons du patrimoine que vous avez repris? Oui, c'est des chansons du patrimoine. Donc j'ai fait la première القصيدة الأولانية تاع الشيخ الحاج حمد الغرابلي رحمه الله. يا ربي يا وهاب يا غني, c'est توسل, c'est un truc spirituel. Ensuite enchaîné par Dani Yanadin اللي سمعناها دركا. ومن بعد درت فطومه تاع الشيخ عبد الله البريسولي رحمه الله, يعني pour rendre hommage à tous nos maîtres de la musique chabi, enchaîné par le poète algérien Mohamed Ben Al-Msaïb, يا أهل الهوى والعشق الزين هبلني. Alors quand on vous pose la question sur qui sont vos maîtres en chabi, vous n'en avez pas un en particulier. Bon, كاين عمر الزاهي ربي يرحمه, يعني اللي كان شيخي, يعني c'est grâce à lui اللي رحت la musique andalouse vers le chabi. Et à part ça, يعني كاع المشايخ.
C'est tout le monde. Je peux vous poser une question. Une noix de soleil pour la pochette, c'est fait exprès ou si je m'excuserai? Non, نوادر تاع الشمس هذوما نخدم بهم العراس. Ah, comme les anciens. Oui, j'anime les soirées. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est rester concentré. Parce que نحشم. Voilà, نحشم ou j'évite le regard avec le contact des yeux avec le public. C'est pour cette raison ندير نوادر كحولة. Voilà. Ah ouais. C'est la première fois que ouais, c'est la première fois qu'on me répond aussi clairement. D'accord. Donc ah ouais, on peut y revenir. C'est quoi? C'est commun aussi chez les comédiens de théâtre. Il peut y arriver d'être hyper expansif, expressif sur scène, comme les Kamel Aziz quand on écoute son album ou sur scène. Pas au point de porter des lunettes, mais les comédiens. Non, pas au point de porter des lunettes. Oui, mais la mythe à la timidité, c'est très connu. Non, parce que l'artiste est statique dans le Tchabi. Ouais. Il est réellement statique, contrairement à dans une pièce de théâtre où on est en mouvement, où on n'a jamais le temps de se concentrer sur une seule personne. Mais c'est un truc commun chez les artistes, ça, de paraître hyper épanoui, expanoui, si vous le souhaitez, mais au fond être timide. Timide. Bien sûr, heureusement. Ah ouais. Ils sont tous des petits timides au fond d'eux-mêmes. D'accord. Et ça explose. Ouais. C'est une force intérieure, à mon sens. Psychiquement, c'est une force intérieure qui permet après de donner une effusion de passion, de création. Et vous pensez que c'est la même chose chez les autres chanteurs chabis de l'époque? Apparemment. Hein. C'est vrai qu'on les voit souvent avec des lunettes de soleil. Je pense que ça. Moi, personnellement. C'est une preuve d'éducation. Hein. C'est une preuve d'éducation, qu'on soit bien d'accord. C'est un atout. À chaque fois, il me pose cette question. L'humilité. À chaque fois, il me pose cette question avec les interviews. علاش تلبس نوادر كحولة في الليالي في العراس. Donc, نحشم. Voilà, pour éviter avec le regard. Parce qu'على بالك حنا رانا في الخاصة. كاين الخاصة واحد اللي راهو يشوفوه كاع الناس. Donc, pour éviter avec le regard هذاك ندير لي lunettes de soleil. C'est super. Magnifique. On va y revenir dans quelques instants. Amar Fatmouche, vous promettez une pièce de théâtre pour ce soir. Oui. Une pièce complètement folle. Qui ira dans... Alors, je dis ça, mais bon, c'est pas la réalité. Hein, qui ira un peu dans tous les sens, qui fera rêver tous ceux qui seront au TNA ce soir. Parce que c'est une pièce un peu décousue, où on est surpris de chaque moment, chaque instant. Alors la pièce, vous l'avez intitulée Saha l'artiste. Oui, et c'est Saha l'artiste, chacun le prononcera à sa manière. C'est ça. Ouais, alors le texte, il vient d'où? C'est moi. C'est vous. Et en même temps la mise en scène. Ça parle de quoi? C'est beaucoup plus une performance. Oui. C'est un ensemble, c'est un fourre-tout entre guillemets, oui. Mais c'est un ensemble de choses que nous vivons tous. Donc, oui. Et puis l'artiste, c'est cet homme qui est confronté chaque jour à la société. C'est la vie de cet artiste qui est confronté à la société. Mais le plus important dans tout ça, c'est ce manque de marché, de spectacle dans le pays. Donc ce vide d'environnement passionnel, d'environnement, donc de fond que l'artiste incarne. Donc le vide du marché de spectacle va pousser notre artiste, et comme beaucoup d'artistes, à quitter le pays. Non pas quitter le pays parce qu'il a voulu quitter le pays, mais quitter le pays à la recherche de sa muse, à la recherche de son authenticité en tant qu'artiste, en tant que créateur, en tant que générateur de l'imaginaire. Il va donc chercher ailleurs cet imaginaire qu'il n'a pas pu trouver un petit peu dans ce pays. Pourquoi? Parce que c'est ce vide flagrant, ce vide très très forcé pour lui, qui va lui dire, bon, moi, maintenant, l'inspiration commence un petit peu à me quitter. Je parle de cet artiste-là. Donc, il décide d'acheter un visa et de partir parce qu'il était obsédé par la contrebasse. Et comme il avait cherché un fil, parce que l'élément déclencheur, c'est le fil de guitare, de son violon. Il n'arrive pas à trouver un fil de guitare. Il n'y a plus de magasins, c'est du fast-food, c'est du n'importe quoi. Donc il n'y a plus, il n'arrive pas à trouver un fil de guitare. Et puis il se dit, bon, et c'est ça le déclenchement. Il dit, non, je vais partir pour ramener cette contrebasse dans mon pays. Et il va ramener il va apprendre l'art dans ses fondements classiques et académiques. Il deviendra l'un des plus grands joueurs et manipulateurs de la contrebasse. Il est sollicité un peu partout de l'autre côté de la mer, donc à Paris notamment. Et on le sollicite pour une grande fête dans Felbelet. Et il va venir avec la contrebasse. Mais, problème,
c'est qu'ils n'avaient pas pu acheter, je ne vais pas raconter toute l'histoire, un caisson de la contrebasse. C'était trop cher. Eh ben, il va la mettre dans un cercueil et vous connaîtrez la suite. Et la suite est à découvrir ce soir. C'est un peu inspiré de la société dans laquelle on vit. Oui, beaucoup, énormément. Énormément de moments. Vous donnez un élément majeur quand les fast-food remplacent même les boutiques qui vendaient des instruments de musique, quand les fast-food remplacent les librairies, quand les fast-food... Effectivement, c'est cet esprit-là. Malheureusement, c'est cette réalité qui nous fait énormément mal. Et cet artiste, comme il est très fragile, il n'a pas pu supporter ça. Oui. Au moment où il déambule dans la grande ville du pays, l'une des plus grandes villes du pays, à la recherche d'un fil de guitare électrique, et à chaque fois que les anciens magasins qui étaient destinés à produire du savoir, à produire de l'art et j'en passe, il les retrouve complètement contentionnés dans des fast-foods avec des vendeurs qu'il appelle des mécaniciens, je regrette. Ouais. Donc des fast-foods inondés de mal. Et il s'est dit, bon Dieu de bon sang, sommes-nous destinés uniquement à ingurgiter au lieu de réfléchir, au lieu de faire des choses. La nourriture de l'âme et la nourriture du ventre. Quoi. Effectivement. Ouais. Donc c'est cette question qu'il va se poser. Donc, il va se morfondre un bon moment donc dans... Combien de comédiens sur scène? Nous avons 2 comédiens interprètes. On est sorti de la notion du comédien. Oui. Nous avons un interprète dramatique, qui est Hassan, l'élément fondamental. Mais on a un autre artiste qui joue du mandol et qui chante et qui reprend presque la même thématique autrement à travers beaucoup de chansons chabi, justement. Parce que nous considérons que chabi, il est porteur d'une poésie profonde. Ce soir, c'est la Générale? Oui, c'est la Générale ce soir. Et après, on va où? Eh ben, après, nous sommes sur un programme en contact avec l'Office national des droits d'auteur et le ministère de la Culture. Une tournée attendue? Ben, pourquoi pas? Ce serait dommage que votre pièce s'arrête à la capitale et au TN? Non, non, pas du tout. Oui. On vous promet qu'elle tournera. Qu'elle fera... qu'elle fera son grand bonhomme de chemin et non plus son petit bonhomme de chemin. Kamal Aziz, يا شيخ, جبت معاك المندول. Le mandol ou les l'aude? Mandol, d'accord. Parce que moi je le vois pas de ce côté-là. Vous pouvez nous faire un petit... un petit truc, un petit استخبار, un petit صوت. الله يبارك. سمعنا الصوت برك. الله يبارك. Le temps d'accorder un peu. Bien sûr, évidemment. L'accès est à combien? Et vous m'invitez alors que je suis pas... Il me dit tu viens ce soir, je lui dis oui, je me dis je vais acheter mon billet moi. Pour encourager les artistes, il faut faire ça. Les amis avec des invitations sur le perron du théâtre seront les bienvenus et après ce sera au théâtre d'organiser donc les entrées. Je viendrai avec joie, monsieur Omar Fatima. Ça me fera un grand bonheur. Ce sera un honneur. Kamal Aziz. أنا الكاوي بكي مخفي والكل في الداد ما برالي من بعد اللانكويت وبريت جراحي طالو يحيى وحتى يهولوني الحوت مسهر الليالي جراحي الهيج والهوى والهجرة لا زالوا عذروني يا اهلي ولا تلوموني هكذا في حالي سيروا خليوا كل حالي يسير على حاله بعض من الناس كيلوموا ويزيدوا في ملام حالي ويقولوا يا لطيف راهي تقوت على لوم هما سباب هوايا هما دوا على لي انا بعد خديم ليهم فاش ما قالوا عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي سيروا خليوا كل حال يسير على حاله. Je ne sais pas si tu as fait ça d'une manière improvisée, cette rencontre, mais je te jure que l'esprit du spectacle, il est là. Ah, il est là, il est là. Je te jure que l'esprit du spectacle, il est comme ça. Et vous l'avez invité, lui? Bon,
C'est l'occasion, je le fais directement. C'est la première fois qu'on se voit là. C'est très bien. Ce serait très très bien que Kamel Aziz assiste à votre général ce soir. Kamel Aziz, l'album est sorti, c'est Ostowana, il est distribué ou pas encore? Il est distribué à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, c'est le grand départ. Qu'est-ce que vous souhaitez faire de cet album? Une tournée peut-être? Bon, une tournée, l'album هذا درتو يعني pour faire plaisir الناس المحبين تاع الأغنية الشعبية. Voilà, pour les fans تاع الشعبي d'une manière générale. Voilà, هذه هي ومازال ان شاء الله مازال خير القدام ان شاء الله بالك نديروا دي تروك هكذايا بالك نديروا دي شونسونات pour les jeunes بالك. Je vous le souhaite, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de belles choses, beaucoup de réussite. Merci bien. Voilà, l'album chez Ostowana, vous allez chez tous les bons disquaires, vous allez le retrouver ce soir. La générale de Saha l'artiste. Tahla l'artiste. Omar Ftmouch, c'était un plaisir de vous voir. Je vous en prie. Merci à vous en tout cas. On se quitte en comme l'Obéa ou la règle. Voilà. Camarades, merci à vous tous, c'était un plaisir de vous servir. On se retrouve dès demain matin de 8h à 9h30. 9h, 10h30, c'est les week-ends. Voilà, on vous salue où que vous soyez. C'était un réel plaisir de vous accompagner. Merci à Faiza, merci à toute l'équipe qui était en régie, à la réal, bien évidemment, ici en studio. Ciao camarades, à demain.